J'espère que vous votre pied. Hey, salut tout le monde, moi c'est Nice et je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo. Comme vous avez très certainement pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va s'attaquer au débrief de ma première semaine pour le challenge Le Mois de la Fantaisie. Et vu que j'ai pas envie que ça prenne 3 heures, on va commencer tout de suite. Comme je vous le disais dans ma vidéo pile à lire, j'ai commencé ce challenge avec le coffret qui passe pas dans le cadre, avec le coffret 2001 Night Stories, publié chez Glénat. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais le poser parce qu'il est un peu lourd quand même. 2001 Night Stories est un recueil d'histoires courtes qui ont été écrites par Yukinobu Oshino et qui ont été publiées entre 84 et 86 dans un magazine mensuel. Il y a quelques histoires qui ont été publiées en plusieurs fois parce que leur longueur faisait que ça ne passait pas tout en un seul mois, mais la majorité d'entre elles tiennent sur un mois de publication. Alors au début d'un premier tome, on se retrouve avec des histoires qui ont l'air indépendantes. On ne retrouve pas de personnages communs entre toutes ces histoires et on peine un peu à faire des liens. On se demande un peu pourquoi l'auteur est parti dans toutes ces directions. Alors ce que nous indique l'auteur dans sa postface, c'est qu'il s'est inspiré de 2001 l'Odyssée de l'espace et que la plupart des premières histoires étaient basées sur des petites histoires, des petits penchants qui ont été faits sur l'œuvre originale. En revanche, pour le deuxième tome, c'est l'éditeur qui a voulu que l'auteur continue et donc il a dû brider un peu autour de toutes ces histoires. Donc sur ce deuxième tome, on se rend compte que finalement toutes ces histoires ont des liens et c'est vraiment très sympa. C'est très touchant d'aller retrouver un peu, voir ce que sont devenus certains personnages. C'est à la fois touchant et ça peut aussi nous briser le cœur. Ces histoires sont tout simplement bluffantes de réalisme, tant par le comportement des humains qui sont les protagonistes principaux, ou par la réalité scientifique qui parfois m'a fait me poser des questions. Oui, j'avoue, je suis allée sur Wikipédia plusieurs fois pour vérifier si les faits étaient vrais ou inventés. Enfin, parlons du format. Je le trouve vraiment génial et très adapté à ce type de contenu, car nous pouvons voir vraiment en détail tous les dessins de l'auteur et c'est vraiment très satisfaisant. Le seul bémol que moi j'ai retrouvé, c'est par rapport à l'utilisation des planches couleurs. Je vais essayer de me retrouver au niveau des couleurs. Des fois, elles sont un peu bizarres. Mais bon, c'est aussi ce qui fait le charme de l'œuvre, non? Du coup, avec tout ça, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai vraiment apprécié ma lecture. Alors par contre, ça m'a mis dans un état un peu second où j'étais limite entre dépression et espoir. Donc j'avoue que je me suis pas fait les 2 tomes à la suite comme je l'avais prévu au départ. Par contre, j'ai trouvé que effectivement, vu que c'est très réaliste, ça fait un peu froid dans le dos sur certains aspects. On est un peu sur de l'apocalyptique, un peu comme ce qu'on peut retrouver en regardant la série Black Mirror par exemple, où on voit que l'être humain peut très vite déraper, mais il y a aussi une belle notion d'espoir où une fois que ce sera plus facile de vivre sur la Terre, qu'est-ce qu'on fera? Est-ce qu'on lancera des colonies? Comment on y arrivera? Mystère. Bon, pour faire une lecture un peu plus légère entre les 2 tomes de The 2001 Night Stories, je me suis sorti le tome 4 de The Wicked plus The Divine. Dans ce titre, le découpage des planches est vraiment très dynamique, ça nous fait rentrer tout de suite dans l'action, on est au cœur de ce qui se passe, on est avec les personnages, on doute avec eux, on serre les fesses avec eux. C'est vraiment très immersif comme lecture. J'apprécie notamment le travail autour des couleurs, c'est vraiment sublime, vraiment magnifique. Je vous mettrai des petites images pour que vous vous rendiez compte, ce sera plus simple que d'ouvrir mon livre en face de la caméra. Dans ce tome-ci, nous avons un peu tout. Nous avons du complot, nous avons des trahisons, nous avons de l'espoir, nous avons une mise en ordre pour le prochain tome, pour la suite de l'histoire. Et vraiment, la narration qui a été adoptée nous laisse entrevoir quelque chose dès le début. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, par contre, ce qui s'est passé va avoir des conséquences sur la suite. Et du coup, cette narration vraiment particulière nous permet de douter en même temps que les personnages, puisque ceux qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé avant ne savent pas à qui faire confiance. Et donc vers la fin du tome, nous nous rendons compte grâce à un flashback de qui avait raison, qui était manipulateur, etc. Et on se met, comme je vous le disais tout à l'heure, on se met en ordre de marche pour la suite qui promet d'être vraiment très intéressante. 2 salles, 2 ambiances, j'ai poursuivi mon mois de mai avec la lecture du one-shot Ocean Color Polaris. Dans l'histoire principale de ce one-shot, nous suivons une jeune fille qui vit des déceptions sur déceptions. Elle a envie de mettre fin à ses jours et le jour où elle tente de sauter dans la mer pour se suicider, elle tombe sur une sirène qui lui sauve la vie.
Cette sirène est amoureuse d'un humain et donc va vouloir se faire doter de jambes pour pouvoir aller séduire cette personne. Les deux personnages font un pacte. Si au bout de 15 jours, la sirène réussit à être aimée en retour de son amoureux, la sirène donnera une potion à la jeune fille pour qu'elle puisse mourir sans douleur. J'ai beaucoup apprécié cette histoire. On a vraiment une amitié très touchante entre les deux personnages principaux qui se met en place. On a vraiment de la bienveillance entre eux, c'est vraiment très chou à les suivre. Par contre, malheureusement, l'histoire est vraiment très courte. L'histoire principale, sans ces bonus, tient sur la moitié du tome. Ensuite, nous avons 2 bonus qui sont liés à l'histoire, et environ un quart du volume est consacré à 2 histoires courtes de l'autrice. Alors ces histoires courtes ont été très bien, hein, c'est pas le problème. Par contre, moi je suis restée un peu sur ma faim parce que j'aimais vraiment l'univers, j'aimais beaucoup les personnages, je me suis bien attachée à eux, et du coup j'aurais préféré avoir un peu plus de temps avec eux. Par exemple, tout simplement, la sirène a 15 jours sur Terre. Au début, donc tout se passe bien, on suit limite jour après jour ce qui se passe, et au bout d'un moment, au milieu du récit, on se retrouve à 13 jours. Il s'est passé quoi entre les deux? J'aurais bien aimé savoir, ça aurait été cool, non? Donc voilà, un one-shot qui se bouffe très vite, que je recommande aux personnes qui apprécient le mythe de la petite sirène tout simplement, qui aiment bien les shoujo, qui aiment bien les lectures sans prise de tête, et c'est vraiment très sympa pour couper entre 2 lectures un peu prises de tête. On reste chez Chatto puisqu'après j'ai lu les 2 premiers tomes de Frankenstein Family. Alors ici, on va suivre l'histoire d'une fratrie, 5 personnes, 5 frères et sœurs qui ont tous un pouvoir, qui ont tous une capacité, sauf un, Dennis, le dernier. Donc ces frères et sœurs avaient des parents qui étaient tous les 2 savants fous, et le jour où ils se sont fait arrêter, ils se sont retrouvés livrés à eux-mêmes. Ils ont été obligés de déménager puisque leur laboratoire a été saisi, et donc on va les suivre sur le premier tome, on va suivre leur adaptation dans notre société moderne. Vu que ce sont des enfants, ils ne peuvent pas forcément se débrouiller tout seuls, et du coup nous apprenons dans le 2e tome qu'ils ont un tuteur, le propriétaire de l'appartement dans lequel ils vivent, qui vient les rejoindre, et c'est très rigolo puisque les personnages, les enfants vont essayer de cacher un peu leurs particularités au propriétaire pour être sûr qu'ils apprennent à les connaître avant, qu'ils s'attachent à eux et qu'ils ne les rejettent pas en apprenant leurs particularités. Une fois n'est pas coutume, j'ai vraiment bien aimé ma lecture, c'était vraiment très sympa de rentrer dans l'univers. Les personnages sont tous très attachants, ils ont tous un caractère différent qui fait qu'ils ont leurs particularités, on est obligé de les aimer. En plus ils sont adorables, ce sont des enfants. Que demande le peuple? Cette série apporte des valeurs autour de l'acceptation, la différence, oui, nous sommes tous différents, et alors que faire? C'est comme ça, on est tous différents, il faut qu'on s'accepte les uns les autres. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'on vive ensemble. Alors autant que ça se passe le mieux possible, non? J'ai vraiment apprécié que ce soit le plus jeune, Dennis, qui soit vraiment la tête pensante de la fratrie. Tous les autres lui demandent son avis à chaque fois qu'il faut faire quelque chose, et c'est vraiment très marrant. Pour une fois, les plus matures sont les plus jeunes, et on n'a pas l'habitude de forcément retrouver ce genre de schéma-là dans les livres. À la fin de ce 2e tome, je reste un peu sur ma faim, mais Chatto nous a promis un tome 3. Donc, j'attends. Et enfin, je viens de terminer ma semaine de lecture avec Magdala Alchemist Pass. Alors tout d'abord, à quoi fait référence Magdala? Est-ce un personnage, un nom de code? Même après avoir lu les tomes, pas évident de mettre un concept derrière ce que c'est. A priori, ce serait une sorte de paradis, mais on pourrait y avoir accès de son vivant. Donc est-ce que c'est une espèce de Graal? Dans Magdala Alchemist Pass, nous allons suivre principalement 2 personnages, Kusla et Phénécis, qui sont vraiment pas censés travailler ensemble. Le premier est alchimiste, alors que la deuxième est nonne. Dans cet univers, les alchimistes ont vraiment très mauvaise réputation. Je crois que, en fait, dans tous les univers, les alchimistes ont mauvaise réputation, non? Du coup, l'ordre envoie Phénécis pour les surveiller, pour être sûr que ce qu'ils font ne soit pas teinté du démon, de Satan, etc. et que toutes les opérations faites par les alchimistes soient vraiment compatibles avec l'église. Ce qui m'a le plus plu dans ce récit, c'est vraiment la relation entre Kusla et Phénécis. L'une va vouloir se rendre le plus utile possible à l'un, alors que l'autre va vouloir protéger à tout prix la deuxième. Ce que j'ai vraiment apprécié également, c'est qu'on suit des alchimistes vraiment au sens réel du terme, comme nous on a pu en avoir dans les années... je sais plus dans quelles années. Exit les pseudo-magiciens, nous suivons ici plutôt des scientifiques terre à terre qui n'hésitent pas à donner de leur personne et remonter les manches pour voir leurs efforts couronnés de succès.
Malheureusement, comme je le pressentais, 4 tomes c'est un peu court pour cette histoire, on reste un peu sur notre fin, c'est une fin ouverte. Bon bah maintenant il reste plus qu'à savoir si le light novel va être adapté en France. Les éditions Euphelbe, si vous voulez, moi je prends. C'est tout pour cette semaine, ça fait déjà pas mal. J'ai également commencé un roman, Oraison, mais je suis pas allée super loin, donc bah, je préfère vous en parler le moment où je l'aurai fini, ce sera beaucoup plus clair pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et si vous voulez suivre au jour le jour ce que je lis, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. J'essaie de poster tous les jours le bilan de la journée, de lister un peu les points que j'ai bien aimés, que j'ai pas aimés, et surtout bah, quel livre j'ai lu dans la journée. C'est peut-être ça qui vous intéresse le plus, non? Sur ce, moi je vous laisse, j'attaque ma 2e semaine de lecture et puis je vous dis à très bientôt. Salut!